Donc bonsoir à tous, merci d'être venus pour écouter Ikram Selkani qui vient depuis Vitoria. Voilà. Nous présenter deux de ses livres. Donc pour commencer, est-ce que tu veux, vous voulez bien, vous présenter où vous êtes né, votre parcours jusque maintenant? Okay, parfait. Alors, je suis Ikram Selkani, je suis du Maroc, je suis de Rabat, la capitale du Maroc, et puis je vis ici en Espagne il y a quelques années, 5 ans plus ou moins, et voilà, je suis installée à Vitoria-Gasteiz au Pays Basque. Voilà. Et je suis ici pour partager mes dernières nouveautés littéraires avec vous, en l'occurrence le livre Il était une fois Émilie et Des clics. Voilà. Bienvenue à tous et c'est un très grand honneur pour moi d'être avec vous et je remercie spécialement Madame Maud Maisonneuve pour son accueil et l'invitation qu'elle m'a faite. Alors à présent je suis professeure de français à la mairie de Vitoria et voilà, et pendant mon temps libre j'écris beaucoup. Et donc vous avez commencé à écrire quand? J'ai commencé depuis que j'avais entre 13 et 14 ans, c'était juste pour le fun. Et par la suite, ça s'est développé. J'ai eu des conseils des professeurs de français, du lycée, du collège. Et ils m'ont vraiment incité à continuer, à poursuivre ça. Et puis j'ai essayé un peu de commencer comme ça, sans prise de tête. Et par la suite, j'ai essayé un peu de faire un bon travail, d'être corrigé. Et pourquoi pas de se faire publier. De toute façon, pour l'instant, je suis juste autopubliée. Ok. Alors voilà. Ça, plus ou moins, ce sont les ouvrages que j'ai écrits en différentes langues, en français, en anglais et en espagnol. Et en arabe, j'ai un qui est en cours, voilà, je suis en train de faire des petites corrections, mais il n'est pas encore lancé. Pour les livres qui ont été choisis ce soir pour la présentation, c'est Il était une fois Émilie et Des clics. Et puis l'anglais, c'était plus ou moins ma première expérience. C'était vraiment un vrai challenge, un vrai défi. Je l'ai écrit en 2018. Et le tout récent, c'est le tout dernier, c'est 10 ans déjà, qui pour l'instant ne sera pas présenté, mais peut-être une prochaine fois. On est en 2022, il y en a combien déjà de faits? C'est 5. 5. Donc on va dire un rythme de 2 par an presque. Plus ou moins, oui. Pendant le confinement, j'ai beaucoup écrit. Le confinement qui inspire. Le confinement. On retrouve du temps aussi pour écrire justement. Exactement, on a beaucoup plus de liberté et on a aussi la possibilité de s'évader avec notre propre liberté, de penser peut-être à quelque chose qui nous manque ou peut-être qu'on a quelque chose qui nous inspire et puis voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de règle générale, il n'y a pas de potion magique, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Oui, on passe à la première diapositive, ça c'est la couverture. Donc quand on parle de Il était une fois Émilie, c'est un livre plus ou moins qui représente une histoire d'amour, un peu romantique. Il y a toujours des petites aventures, des petits tracas qui sortent de temps en temps, donc je pense que c'est une histoire qui est pleine d'aventures aussi. Et il y a toujours des petites surprises, si on veut dire positives et négatives, tout au long du livre. Le coucher du soleil, je pense que c'est la première des choses à laquelle on pense, parce que quand on pense à des choses plutôt entre couples, entre deux personnes qui s'aiment, on pense à un coucher du soleil. C'est pour ça. Ça, vous nous dites c'est un coucher, mais ça pourrait être un lever. Un lever, oui, aussi. Mais moi, je me rappelle. On n'a pas vu dans quel sens il descend, mais. Voilà. Laisser un coucher de soleil, c'est vrai que c'est romantique, très romantique. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi cette couverture et non pas une autre. Il se passe en Espagne? Je n'ai pas vraiment nommé l'endroit exact, mais plus ou moins j'ai laissé un peu, si on veut dire, l'esprit du lecteur s'évader. C'est-à-dire, ça peut être en Norvège, en Afrique du Sud, en France, peu importe. Moi, je parle juste, par exemple, d'un côté urbain, d'un côté rural, et voilà, c'est l'esprit du lecteur qui est en train de lire ou de voir ça, parce que j'ai pas vraiment envie de dire un endroit bien précis. Voilà, donc géographiquement, c'est à la liberté du lecteur. Donc l'histoire, elle se compose de 3 personnages principaux. Alors on a Émilie, Jérémie et Thomas. Émilie, bien sûr, c'est l'héroïne de l'histoire. Donc on parle d'une femme qui est très active, une femme qui est journaliste, qui est très citadine et qui adore son travail plus que tout. Nous avons Jérémie qui est parfaitement le contraire d'elle. C'est un monsieur qui est plutôt très serein, très calme. C'est un peintre, un artiste peintre, et c'est quelqu'un de très généreux.
Et à un moment donné, vu l'histoire, ils ont besoin d'un meilleur ami. Dans ce cas-là, c'est Thomas. Alors Thomas, c'est un homme sportif, un très grand fraternel et aussi un très grand ami et protecteur. Parce qu'à un moment donné, et vu les aventures qui vont se succéder durant l'histoire, on aura vraiment besoin d'un ami. Donc voilà, ça c'est plus ou moins pour les trois personnages principaux de l'histoire. Ok. Donc par la suite, nous allons voir plus ou moins le petit résumé. Donc qu'est-ce qui se passe? Émilie, voilà, elle travaille normalement et elle est une très grande journaliste, elle adore beaucoup son travail. Et à un moment donné, voilà, en sortant du travail, de son bureau, elle est heurtée par un automobiliste qui se rend compte de ce qu'il a fait, de la grande erreur, c'était pas une toute petite, qu'il appelle l'automobiliste et à partir de là, toute une histoire et tout un enchaînement d'événements vont se succéder pour avoir une idée voilà, de ce qui va se passer, soit avec son mari ou peut-être toute seule, ou peut-être un peu loin de lui. Je ne vais pas beaucoup dévoiler, donc je laisserai un peu en résumé tout ça. Alors maintenant, nous allons voir déclic vers un nouveau départ. Alors déjà le titre, quand on parle de déclic, on parle de tous ces éléments que nous rencontrons dans notre vie et qui nous servent à un moment donné, sans nous y attendre, de changer de chemin ou changer de destin. Ça peut être un déclic, ça peut être le fait d'écouter un meilleur ami, de voir une émission de télé, de voir... par exemple d'écouter quelqu'un par exemple dans la radio ou autre et qui crée un grand déclic en nous. Il y a plein de hasards comme ça, hein. Moi je pense oui. Et ça arrive souvent aussi avec les livres. Bon, il se trouve que moi je suis dans les livres à la bibliothèque, mais bon, des livres qui nous tombent dans les mains, là, c'est dingue, je le voulais, enfin, je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous êtes lecteur, mais c'est justement ces déclics dont vous parlez peuvent être provoqués parce qu'on est attentif aussi. Exactement. Hein, oui. On est un très grand observateur, on est quelqu'un de très visuel, moi je suis quelqu'un de très visuel, et à un moment donné, voilà, on regarde quelque chose ou on est témoin de quelque chose et ça nous sert à changer de cheminement carrément. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné avec Edouard Baird. Je suis une très grande fan de la radio et à un moment donné, parce que j'étais plus au Maroc, donc je n'entendais plus la radio marocaine, bon, j'avais la possibilité de télécharger l'application, mais j'ai dit d'accord, c'est pas grave. Donc une fois en naviguant un peu, si on veut dire, sur Facebook, j'ai vu un monsieur qui parlait avec Radio Nova. Et j'ai vu son nom, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est-à-dire quand on écoute, quand on l'entend, il y a vraiment une écoute très active à se dire, il y a quelque chose qui bouge, c'est-à-dire que tu ne peux plus te passer de ces messages comme si c'était des messages invisibles. Non, ça te crée un déclic, mais à l'instant près. Et c'est ça ce qui m'a donné l'envie aussi de parler, parce que lui aussi il parle un peu, si on veut dire, le lundi matin. Alors il vous a inspiré, ça a fait des clics exactement, chez vous. Oui, ça m'a fait un petit écrire exactement, pour écrire ce livre, et 10 ans déjà en l'occurrence. Et c'est pour ça ici que je parle de... bon voilà, on va tout d'abord commencer avec le petit résumé. Donc je pense qu'à un moment donné, on vit d'une façon un peu normale, et puis... que ce soit Edouard Baird ou une émission aussi que j'adore en France, ça s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Ça bouleverse à un moment donné et on se dit voilà, il faut vraiment s'intéresser à toute typologie de culture. Donc grâce à ça, ou grâce peut-être à des petits événements qu'on peut découvrir de part et d'autre, c'est-à-dire à gauche, à droite, ça nous fait vraiment penser autrement, voilà, tout simplement. Et ça fait un petit peu changer le destin. Si on est vraiment, si on veut dire audacieux, courageux, on se dit oui, peut-être qu'ils ont raison, donc c'est pas grave, je vais jeter tout ce qui a été à jeter et je vais commencer une nouvelle vie, peut-être avec une nouvelle personne ou un nouveau destin ou un nouveau territoire, pourquoi pas. Et c'est ça vraiment ce qui fait le grand déclic. De côté, moi je pense que l'innocence, ça c'est quelque chose de très important. Je pense que quand on devient adulte, la première chose qu'on perd, selon mon avis très simple, c'est l'innocence. C'est-à-dire on ne devient plus innocent. Voilà. On finit avec l'innocence, on commence un peu à voir la vie autrement. Et je pense que l'innocence est vraiment quelque chose de très important et de très
de très subtile. Donc on ne peut pas non plus la garder à 100% parce que dans notre vie quotidienne, on ne fait pas appel à l'innocence. Mais le fait aussi de la perdre à 100%, ça fait mal. Donc je pense qu'on a toujours une part d'innocence, peut-être à 10%, 15% peut-être, je ne sais pas, c'est-à-dire ça dépend de chaque personne, de chaque individu, de chaque situation. Mais la première des choses qu'on perd, c'est l'innocence. Et quand on devient adulte, on se dit, bon voilà, pourquoi on n'est plus innocent? Et ça peut aussi être un déclic. Donc, on passe pour le deuxième point. Alors, le vide ou le néant. Je pense que, en faisant référence à ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait un peu de rester tout seul et d'être, si on veut dire, bien avec soi-même, ça revient à ça, parce que le vide aussi et le fait un peu de faire le néant dans son cerveau, dans son quotidien et de se retrouver tout seul, connecté avec soi, sans qu'il y ait aucun élément qui puisse perturber cette paix intérieure, c'est ce qu'on appelle le vide et le néant. Dans mon livre, je l'ai appelé de cette façon-là. Et comme je le dis, quand on est enfant, les endroits qui sont vides, généralement, ils nous fascinent et ils nous réveillent. Mais quand on devient adulte, on ne peut plus rester avec le vide. On est toujours en train de chercher quelque chose et de se connecter au bruit, parce que voilà, les bruits des voitures, les bruits du klaxon. Il faut remplir le vide. Voilà, c'est ça, exactement. Ça fait peur. Donc on ne peut plus rester sans qu'il y ait quoi que ce soit et qui puisse bloquer, si on veut dire, cette sérénité qu'on cherche tous. Donc le bruit et plutôt le vide et le néant, ça fait peur à un moment donné. Parce que ça peut créer en nous une certaine réaction à laquelle on ne s'attend pas et on se dit, voilà, est-ce que je vais avoir la possibilité d'aller dans un cimetière avec un vide total de silence et le fait de ne rencontrer personne. Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Et on se demande pas mal de choses. Donc à un moment donné, on se dit, ok, très bien, je ne vais plus penser à cette idée-là, je vais mettre un peu de musique. Et c'est là où on bloque. Mais c'est le fait un peu de faire ce vide de temps en temps qui nous aide un peu à se reconnecter à nous-mêmes et d'avoir une certaine sérénité. Comment tu fais devant ta page blanche? C'est la question qui nous intéresse tous. À quel moment tu dis, bah oui, là, c'est bon, oui, ça va tout seul. Alors, ça va tout seul, oui, ça va tout seul. Parce que je pense que l'inspiration, ça nous tombe dessus. C'est comme l'amour, on ne peut pas le chercher. Ça, d'un côté. D'un autre côté, je pense que j'ai une toute petite expérience, pas vraiment beaucoup, depuis que j'avais 13 ans. Donc, quand j'ai vraiment envie d'écrire, je me mets dans un environnement qui me permettra d'avoir cette inspiration. Donc, une musique piano, parce que j'ai essayé d'écrire avec du saxophone, ça n'a pas marché, une guitare non plus. Donc, plus ou moins, c'est du piano, je mets du piano sur YouTube. J'écoute attentivement et à un moment donné, si on veut dire, c'est cette mélodie-là, de cet instant-là, qui me noie dans cette liberté d'une idée que par la suite je développe. Voilà. Et donc, moi j'avais une question par rapport à toutes ces langues. Oui. Puisque, comme vous disiez, le premier livre était écrit en anglais. Mm-hmm. Alors pourquoi l'anglais à ce moment-là? Ou est-ce que c'était l'histoire qui appelait l'anglais? Ou est-ce que c'était je veux écrire en anglais? Enfin, voilà. C'était plus ou moins les deux. Alors, le livre en anglais, il est un tout petit peu autobiographique. Il y a une toute petite partie de ma vie que j'ai eu, si on veut dire, l'audace de la partager. Et j'ai dit, voilà, c'est une histoire qui me tient à cœur. C'est une partie de ma vie qui est vraie et que je voudrais partager. Et je vais la faire en anglais parce que j'aime bien les défis. Et les défis, voilà, ça dépend de quel défi. Donc, moi, j'ai vu ce défi-là, j'ai vu que c'était en anglais. Et j'ai dit, je vais essayer de mettre tous les éléments de côté pour bien faire ça. Et voilà, donc c'était comme ça. Du coup, là, la plupart des livres sont en français. Est-ce que oui. Pourquoi tu as choisi le français? Le français parce que, voilà, je suis marocaine, donc la première langue étrangère qu'on étudie depuis qu'on est à l'école, c'est le français. Le français, j'aime beaucoup parce que, voilà, phonétiquement parlant, c'est une très très belle langue. J'ai eu une relation avec le français, une très très bonne relation. Depuis que je suis toute jeune avec mon père, j'écoutais du Jacques Brel, du Pierre Bachelet. Donc ça m'a influencée d'une part ou d'autre, ou voilà, de façon directe ou indirecte. Et le français, je pense que je suis à l'aise en français. Je ne suis pas contre les autres langues, mais je suis beaucoup plus en français. Tu es plus à l'aise d'écrire en français. Voilà. Est-ce que vous avez écrit un livre en espagnol? Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un jour en espagnol?
Alors, Ça m'intéresse. pour l'espagnol, bon, j'avais aussi le défi, c'était en 2015. J'ai dit, voilà, avant, je pense 2017 ou 2019, j'avais envie d'écrire un livre dans chacune des langues que je parle. Ah d'accord, c'était un le défi. Voilà, c'était le défi. D'accord. Donc voilà, moi j'enchaîne avec des défis. Voilà, d'ici 2 ans je vais faire ceci, d'ici 3 ans je vais faire cela. Et j'essaie aussi de respecter ces défis-là et de me faire la promesse et de la respecter. C'est-à-dire voilà, de la mettre en œuvre et d'avoir le résultat final, d'avoir le livre entre mes mains. C'est comme ça aussi que j'avance. Parce que sinon, quand on finit pas un livre, on se bloque un peu. Et pourquoi en espagnol? Je sais pas pourquoi. À un moment, je pense, j'ai étudié l'espagnol à l'Instituto Cervantes de Rabat. Et on a commencé avec une prof qui nous a dit essayez d'écrire voilà, un petit paragraphe. Voilà, et vous le partagez avec nous. J'ai dit ok, d'accord, je vais essayer de faire. J'avais plein de fautes, c'est normal parce que l'espagnol c'est pas ma langue. Mais à ce moment-là, j'ai dit bon, apparemment je suis bien en écriture, peu importe la langue, donc je vais continuer en ça. Et j'ai fait ça en espagnol. D'accord. Mot de la fin de Jérôme qui dit merci et Ikram sera la bienvenue en France et avec la presse. Nous ferons un plaisir de la soutenir et surtout, il faut acheter ses livres. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci à tous.